This is the funk bass your mom will appreciate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Club Magipour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle en compagnie des journalistes sexy, brillants, pertinents et impertinents qui composent le club. On est aujourd'hui avec Priscilla Pizzato, spectacle vivant, théâtre, opéra, voilà tes domaines de prédilection. Marcus, dont les 2 pouces sont d'une dextérité absolument incroyable, c'est le monsieur jeu vidéo du club. Nicolas Plomet, rock critique du Club Magipour, avec enthousiasme et un grand sourire. Sean James Rose, art, mode, BD, littérature. Ta coupe de cheveux sera bientôt au Palais de Tokyo. Caroline Brouet, je te disais la semaine dernière que toi c'était la culture avec un C majuscule, avec un K majuscule même pour cette semaine. Jennifer Kouassi, bienvenue. Bonsoir. Parmi nous cette semaine, romancière, spécialiste de littérature, de football et aussi de littérature érotique. C'est bien dire. Voilà. Franck Dalma, monsieur cinéma, un monsieur cinéma au goût très éclectique dans le Club Magipour cette semaine. Bienvenue à toi aussi. Et Laure Michel, qu'on ne plaisante plus, pardon, qu'on ne présente plus. Tu aimes tout, Laure, sauf ce qui est chiant, selon une formule appelée à passer à la postérité. Alors cette semaine, on a pas mal de choses au programme. Un DVD de Bruce Springsteen, non, c'est un CD plus un DVD de Bruce Springsteen, un DVD de Pierre Richard, de son dernier spectacle. Mais on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par le cinéma, parce qu'il y a des semaines comme ça où on a vraiment beaucoup de chance. 2 films sont au programme de ce Club Magipour, 2 films très différents. On parlera tout à l'heure d'Être sans destin, mais on va commencer tout de suite par un film qui nous vient du Canada, très précisément du Québec. On le doit à Jean-Marc Vallée. Il s'appelle Crazy. Il a reçu 13 Jutras. Est-ce que vous savez ce que sont les Jutras au Québec? L'équivalent des Césars. L'équivalent des Césars, voilà. Donc 13 Jutras, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur. Film très étrange, très étonnant, un vrai coup de cœur du Club Magipour cette semaine. Vrai coup de cœur autour d'une histoire familiale. C'est la chronique d'une famille ordinaire des années 60 aux années 80. Le film commence à la naissance du 4e enfant, le petit Zachary, Zach. On ne sait pas exactement ce que ce frangin-là a de spécial. C'est un gamin un peu particulier. On le découvrira tout au long du film, évidemment. Bande-annonce et on en parle après. Il est beau. Je veux voir. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté Noël. Peux-tu même dire que c'est que tu as fait? Les autres étaient pas de même. Il n'y en a pas un pareil. Zach est plus doux, c'est tout. Il est plus sensible. Mes frères étaient pour moi 3 abrutis. En commençant par Raymond, mon ennemi juré. Gang de sang de sein, vous autres. Un tuxedo pour une neuf papillon, c'est pas un tuxedo. On est tous habillés pareil, c'est ça qui est beau. Hein? C'est très beau. Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banals et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. C'est mal ce que t'as fait là! C'est impossible! Un homme de toi une fois dans ta vie, puis dis la vérité! Comme les autres. Dieu merci, tu ne le sauras jamais. Franck, dis-nous pourquoi tu as aimé ce film alors. Écoute, j'ai adoré ce film, donc tu l'as dit, qui a été recouvert de Jutras. Il faut dire que le film a été un gros succès aussi au Québec. 1 million d'entrées sur 7 millions d'habitants. Ça fait à peu près l'équivalent d'un succès comme Les Bronzés 3 chez nous. J'ai adoré parce que c'est drôle, c'est intelligent, c'est émouvant, c'est subtil. Et ce qui n'est pas peu dire pour une comédie. C'est une perle ce film, j'espère qu'il aura autant de succès que Les Invasions barbares qui a eu pas mal de succès chez nous. Les films québécois ont du mal à passer la rampe en France. Espérons que celui-là réussira tu vois, à faire un petit carton chez nous quand même. Tout le monde est du même avis, Sean? Non, parce qu'il faut dire de quoi ça parle déjà, et je pense que c'est une histoire de... Non, bien sûr, toi, mais il faut beaucoup que plus. Mais je sais que ça t'écoutes. parle d'une histoire de chronique familiale, mais c'est surtout une histoire d'un garçon qui va... C'est l'histoire de son coming out, donc c'est un peu ça aussi, l'histoire du truc. Mais ce qui est bien, c'était...
Au début, c'était un peu, on pourrait dire, un peu cliché. Moi, j'ai pas aimé les premières parties parce que c'est un enfant avec des pouvoirs aussi de médiumnique. Donc, il y avait des trucs de fantasmes, il s'envole un peu. Bon, c'était un peu dans la façon de filmer les fantasmes. C'était vraiment très clicheton. Mais sinon, c'est très intéressant de voir se développer de nouveau des domaines, comme là, c'est le cas de l'homosexualité, où c'est pas cliché, justement. Là, on a vu déjà récemment un western homo, et là, c'est vraiment une chronique de famille avec un type qui est pas du tout Alors, féminin. vas-y, mais sois plus précis. La représentation de l'homosexualité dans ce film-là, comment tu la décrirais par rapport justement à un western ou à la représentation classique au cinéma? C'est la représentation du désir surtout. C'est un garçon qui sent du désir pour d'autres garçons, mais il a une copine aussi, c'est pas trop. Mais alors vu dans son milieu de bûcheron un peu, on va le dire, parce que bon, il écoute Bowie, son père l'appelle Fif, donc ça veut dire tarlouse en québécois, genre Fifi. Parce qu'il écoute Bowie, c'est quand même vraiment l'apogée du glam rock, donc il est un peu maquillé, mais il n'est pas du tout efféminé. Donc c'est intéressant de montrer des gens normaux. Entre guillemets, les autres sont anormaux, mais disons que ça c'était intéressant, je trouve. Caro? Je suis pas d'accord quand tu dis qu'il a des dons magiques, enfin je sais pas comment tu as dit d'ailleurs, et des dons magiques, parce que ce qui est très intéressant dans la représentation de l'homosexualité, c'est qu'au début cet enfant naît différent des autres. Il naît différent des autres parce que d'abord il est mort cliniquement pendant 3 minutes, ensuite quand ses frères le prennent dans les bras, il tombe, enfin on le voit tomber comme ça, puis en fait il tombe pas vraiment, mais il est différent. Et en fait c'est pas lui qui est différent, c'est le regard des autres qui est différent. Sa mère lui donne des dons, mais qu'il n'a pas. Elle lui dit, tu guéris les blessures et tu guéris les brûlures. Lui il dit, mais non, enfin maman ça va, non je guéris pas. Et toute sa vie c'est ça, c'est essayer d'être comme les autres alors qu'il est différent. Donc au début on croit que l'homosexualité c'est être anormal, en fait pas du tout. Il est très fort ce film parce qu'il montre que c'est le regard des autres, c'est la pression familiale, la pression sociale qui fait qu'on se sent différent alors qu'on ne l'est pas, quoi. Priscilla? Mais il y a une étrangeté, en plus tu parles justement de ces dons de guérison qu'il aurait, on ne sait pas s'il les a ou pas, finalement le film ne tranche pas, et il y a un mélange comme ça de mystérieux, il y a des scènes un peu mystiques, à un moment pendant la messe du 24 décembre, il s'envole au-dessus de l'Assemblée des fidèles, et juste après la scène suivante c'est chez les Beaulieu, alors là on est avec des dialogues très crus, donc on bascule en permanence comme ça du merveilleux à l'ultra réaliste, et en même temps il ne perd jamais le fil qui est en effet une histoire d'amour. C'est un fils qui veut plaire à son père quitte à se renier lui-même, et donc il va jusqu'à se mortifier, il va essayer de se convaincre qu'il n'est pas homosexuel. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'humour aussi, il faut le dire, il y a des scènes à hurler de rire, presque des scènes d'anthologie. Il y en a une dans la salle de bain quand le père se rend compte que son fils est homosexuel, il dit à sa femme, faut être malade pour mettre son pinceau dans les fesses de quelqu'un. Sa femme le regarde avec la brosse à dents dans la bouche et lui dit, t'as la mémoire courte. Et c'est plein de moments comme ça, c'est souvent sous-titré, au lieu de patine tu à roulette, fais-tu du roller. Donc il y a plein d'humour, il y a plein d'amour, mais aussi plein de souffrance. En plus, pour Nicolas et pour nous tous d'ailleurs qui aimons le rock, il y a une bande son qui est absolument extraordinaire. David Bowie, Space Oddity, les Rolling Stones, Sympathy for the Devil, et puis Aznavour. Tous les ans. Aznavour pour le père. Caroline, ouais. Mais Aznavour a tue-tête, emmène-moi au bout de la terre, au pays des merveilles. Et il met la musique et il chante en karaoké sur la musique et il saoule tout le monde, parce que c'est tous les ans pendant 20 ans. Priscilla. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce père, c'est pas un abruti d'homophobe. Il est incroyablement attachant. Et tout est résumé. À un moment, il dit à son fils, je peux pas imaginer qu'un jour tu n'auras pas d'enfant parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie. Voilà, on espère que ça marchera en France. Il faut faire un tour d'ailleurs sur les sites internet de cinéphiles au Canada. Le nombre d'internautes qui écrivent que le film a changé leur vie, qu'ils l'ont vu et revu, que c'est une petite perle, un chef-d'œuvre, et en même temps un grand espoir pour le cinéma québécois, qui est une question importante et politique au Canada. C'est passionnant à voir en tout cas le succès qu'a eu ce film. Dès qu'on peut le noter, c'est 5 sur 5, 20 sur 20, 15 sur 15. Donc on espère que Crazy rencontrera le succès qu'il mérite en France. Et on va espérer aussi pour le deuxième film dont on parle cette semaine, mais qui est un film radicalement différent, un film qu'on doit à Lajos Koltai qui s'intitule Être sans destin. Être sans destin, le titre du film vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le titre d'un livre qu'on doit au prix Nobel de littérature Imre Kertész. C'est un premier film bouleversant de mon point de vue, mais on va en parler tous ensemble, où on voit donc ce qui est arrivé à Imre Kertész. Il part au boulot un matin en bus et il est raflé avec tous les juifs
juifs, les jeunes juifs, ils ont 14-15 ans, et ils se retrouvent dans une ville dont on ne sait rien à l'époque, qui s'appelle Auschwitz. Extrait, on en parle après. Némileg zavart, hogy egyetlen szót sem értettem abból, amit Istennek mondtunk. Én ezt a különbséget nem itt hordom, hanem magamban. Donc voilà, je vous le disais tout à l'heure, film bouleversant de mon point de vue. Tu l'as vu évidemment. Jennifer, tu en as pensé quoi? Je l'ai trouvé vraiment poignant. J'étais extrêmement émue. C'est un film essentiel, éthiquement et politiquement, à voir absolument. Alors je le dis à tous les spectateurs, allez voir ce film. Alors comme tu le disais si bien, le parcours de cet enfant est expliqué de A à Z, c'est-à-dire de la rafle à son retour. Et ce qui est d'inédit dans ce film, et ce qui est très fort, c'est qu'il s'attarde sur le retour, c'est-à-dire la mauvaise conscience et la lâcheté des gens. Quand le gamin revient chez lui, son appartement est occupé, sa belle-mère s'est empressée de se remarier avec celui qui a repris l'usine de son père, qui est mort en plus, et les voisins qui étaient sa seconde famille lui l'exhortent à aller à oublier, à tourner la page et pour essayer de vivre. Et donc c'est cette espèce de, c'est d'une violence feutrée certes, mais d'une telle violence qu'il en vient à employer ce paradoxe de bonheur des camps. Il en vient à avoir envie de retrouver ce bonheur des camps où tout était plus clair et plus simple à la fois. L'idée du bonheur dans les camps est une idée absolument insupportable, insoutenable, mais qui est au cœur aussi de la philosophie de celui qui a écrit le livre Être sans destin, qui est donc Imre Kertész. Alors toi, Nicolas, tu as pas aimé du tout ce film? Je tiens à dire quand même pour les gens qui nous regardent que le bonheur dans les camps, c'est pas le bonheur tel qu'on l'imagine. Le bonheur, c'est un jour où on ne se fait pas battre, un jour où on ne meurt pas évidemment, un jour où il y a un bout de viande dans la soupe, alors que d'habitude c'est une soupe de légumes. Un coucher de soleil, c'est ça l'idée du bonheur. Il faut comprendre quand même un peu de quoi il s'agit. Non mais c'est pour ça que je dis bien qu'elle est insupportable, sinon, cette idée-là. Tout ce que vous venez de dire, ça serait passionnant si le film était passionnant lui-même. Mais je suis désolé, moi je l'ai vu il y a quelques jours, j'en ai rien retenu. Et ce que vient de dire Jennifer, effectivement, mais on l'a vu tellement mieux ailleurs. Mais qu'est-ce que tu reproches exactement à ce film? C'est un mauvais film, et encore une fois... Mais pourquoi? Dis-le-nous, pourquoi? C'est trop long, c'est mal foutu, c'est quoi? Exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Mais au-delà de ça, tu vois, pour faire un mauvais, pour rapporter ça à un dicton populaire, il est question de l'enfer. Quand le gamin revient des camps, on lui dit t'as dû voir l'enfer, et lui il dit non, l'enfer ça n'existe pas. Les camps, eux, existent. Et ben voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce film est sans doute plein de bonnes intentions par les Français. Mais fondamentalement, moi j'en ai rien retenu. Franchement, tu vois, je l'ai vu il y a quelques jours et il y avait une ou deux scènes fortes pendant que je le regardais, et puis bon, voilà, ça y est, ça s'est Laure, attendez, Laure. Que tu es insensible, parce que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire vraiment, d'abord, je trouve que ce qui est très très fort dans ce film, c'est qu'il y a quelque chose qu'on comprend, on est vraiment avec le personnage, il y a quelque chose qu'on essaye de comprendre un peu à travers lui, c'est qu'il ne sait pas quand est-ce que cet enfer va s'arrêter. C'est vrai que nous qui regardons le film, on sait que ça va durer des années, des mois, c'est l'horreur. Mais lui, il est déjà dans la barbarie la plus absolue, dans un monde dingue, où tout est affreux, où toutes les valeurs sont la violence, la mesquinerie, le combat pour survivre, tout le monde crève, tout le monde... Et lui, il ne sait pas combien de temps ça va durer, et il tient quand même. Il s'accroche à cette petite étincelle de vie, et ça, c'est complètement fascinant. Le seul truc, Nicolas, que j'ai trouvé mauvais dans ce film, c'est effectivement la musique, avec de la flûte de Pan de Ennio Morricone. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça, où on essaie d'entrevoir ces petits moments de bonheur, je trouve ça un peu fort, mais ces petits moments de vie, les moments où on se dit, la vie est encore là. Et là, c'est vrai que la flûte de Pan dessus, c'est terrible, quoi. Franck, Caro, Jenny.